c'est parti pour un nouveau numéro de Pattern. Voilà, ça fait une longue pause pour Pattern, ça fait presque un an qu'on n'a pas repris cette émission. Donc ça me fait plaisir de la reprendre et surtout avec un habitué de l'émission, Aymar, qui est là, Aymar Azaïdia, le directeur transmédia d'Ubisoft qu'on présente plus parce que si vous avez regardé les précédents épisodes de Pattern, vous le connaissez forcément. Et on a Cédric, le Kobe des comics. Voilà, si vous suivez aussi l'actu comics, c'est la référence française pour ça. Voilà, il y en a pas deux comme lui. Eh ben oui, il faut le dire. Et ça vient de Marseille. Il faut le dire. Et ça vient. Alors ça, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, faut le dire. C'est vrai, faut le dire. Capitale de la France. C'est ça. Alors, écoutez, aujourd'hui, le programme, si j'ai quelqu'un qui travaille dans des gros studios et que j'ai quelqu'un qui est spécialisé en comics, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on va parler des adaptations en jeux vidéo des comics, voilà. Donc on va parler des super-héros et j'ai tout un tas de questions à vous poser. Et mais moi je suis pas venu pour ça, je te le dis, Jérém. Moi je suis venu juste pour demander à Aymar qu'est-ce qui se passait pour les 30 ans de Rayman. Moi je veux un nouveau Rayman, je veux un Rayman Legends 3. Donc je suis venu pour ça, après je m'en vais. Ah, alors, t'es pas le seul, hein. T'es pas le seul à vouloir Rayman. Mais t'as vu, on a déjà annoncé une petite compilation là qui sort avec plein de Rayman dedans, de plein de versions différentes. Et c'est que le début de plein de surprises. Écoutez, on peut commencer un peu avec les questions, du coup. Alors, on va commencer avec Aymar. Aymar, du coup, la première question, elle est pour toi. Et après, il y en aura une pour le commis. Alors, est-ce que adapter un super-héros en jeu vidéo, c'est plus difficile que l'adapter en film ou en série? Ok, ouais. Elle est spécifique. On est sur super-héros alors, et pas comics tout court. Écoute. Ouais, ou comics, ou super-héros, après. Non, parce que honnêtement, c'est très différent. Si tu veux porter la nuance, après, il n'y a pas de souci. Il y a une grosse nuance. Le gros truc, c'est que très souvent, quand on parle justement d'adaptation de comics, en général, les gens pensent tout de suite super-héros et les longues séries, tu sais, Marvel, DC, alors qu'en fait, t'as tout un pan de trucs qui est pas plus facile à adapter ou très très différent si on parle de grand écran. Pour le jeu vidéo, de manière globale, c'est un média qui est un peu plus compliqué à adapter systématiquement. C'est pour une raison toute simple, c'est que le cinéma, c'est linéaire. C'est du storytelling, on fait des scripts depuis super longtemps, on sait comment ça marche, c'est à peu près une page la minute, tu fais ton script, t'en as pour minimum 90 pages, et t'as ton scénario, il est rythmé, il y a des codes qui sont très très clairs, alors encore plus dans le super-héros, c'est presque écrit avec ChatGPT, mais il y a des codes qui sont très très clairs sur les actes, l'ouverture, qu'est-ce que tu dois avoir, le temps, etc. Jeux vidéo, c'est beaucoup plus compliqué selon le type de jeu que tu vas avoir l'interactivité, il faut garder le joueur dans le jeu, il faut voir ce que le jeu vidéo a apporté, parce qu'il y a plein de fois où on a des jeux de super-héros qui apportent pas grand-chose, ou qui ne servent pas du médium pour t'aider à exprimer ou comprendre un truc, donc c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Donc globalement, en général, c'est plus dur, parce que simplement, tu as plus de corps de métier, plus de monde, et c'est beaucoup plus long que de faire un film. Ouais, par exemple, tu prends un jeu de combat style Marvel Super Hero ou bientôt Marvel Token, s'il n'y a pas de mode histoire, c'est juste de la baston, tu fais des persos un peu fidèles au niveau du kara, des pouvoirs et tout ça, c'est peut-être moins compliqué qu'un jeu à la Spider-Man où là, tu as un long arc narratif. Alors oui, ça c'est un autre truc. Le genre de jeu, c'est ce que je dis, c'est le truc qui a le plus d'impact, c'est une évidence. Si tu fais un beat'em all ou les jeux à l'ancienne, pour les vieux comme moi, comme sur Mega Drive, Genesis, des trucs comme X-Men et autres, ou des jeux, c'est sûr qu'à adapter, c'est autre chose. T'as une excuse narrative, tu reprends un script classique de comics, et puis derrière, c'est de la baston, du level design classique à papa, puis c'est vraiment des trucs cool. Tu veux te tenter un Spider-Man, ça peut vite être beaucoup plus casse-gueule dans ce que t'es censé apporter en termes d'histoire, de feeling. Tu sais, rien que de réussir, quand tu fais un jeu comme ça de super-héros, à retranscrire le feeling de ce que c'est qu'être un super-héros, ça dans le cas de Spider-Man, la navigation, le plaisir de se balader en tissant des toiles. Ouais, ils en ont sorti une quinzaine de jeux, la plupart se sont cassés la gueule, il y en a peut-être 3-4 qui ont un vrai bon feeling de je suis l'homme araignée, je me balade. Hein. C'est ça, mais faut dire ce qu'on attend d'une, parce que le transmédia c'est large, c'est vaste. Il faudrait peut-être déjà définir ce qu'on attend ce qui fait, selon peut-être les critères des studios, des joueurs, je sais pas, une bonne adaptation transmédiatique. Je pense qu'il y a un côté éliminer la redondance. Il faut que le jeu il te transporte, et que les comics aussi te transportent dans quelque chose que seul le jeu, que seuls les comics ou seuls les comics peuvent te transporter. C'est en ça qu'Alan Moore à l'époque était meilleur que beaucoup.
parce qu'il exploitait justement toute la littérarité du médium au lieu d'essayer de faire des petits... Au lieu d'essayer de faire du storyboard, tu vois. Donc, il y avait quelque chose de fou. Et je pense que les jeux vidéo, les meilleurs jeux vidéo, on en parlera peut-être après, tu as sûrement mais c'est ça qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils comme tu dis, ils te transportent et ils exploitent l'univers, l'ADN, l'essence du héros. Et c'est tout ce qu'on veut, quoi. C'est tout ce qu'on veut. Bah, c'est intéressant parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de scénaristes qui ont écrit et pas forcément du super-héros, mais... Eh oui. Notamment du Remender, moi j'ai Warren Ellis sur Dead Space quand même. Quand même. Mais toi justement, Cédric, quel regard tu portes en tant que vraiment gros spécialiste de comics? Quel regard tu portes sur l'adaptation de jeux vidéo en général? Est-ce que je trouve ça assez réussi? Est-ce que je trouve qu'en général on se plante un petit peu? Tu vois ça comment? Alors, moi je suis très serein par rapport à tout ça. C'est comme les films, hein. Déjà je commence par le dire, c'est pas une religion pour moi. Les adaptations ne sont pas une religion parce que vous le voyez derrière Aymar aussi. Un joueur frustré, un spectateur frustré, il a des milliers d'heures de lecture pour se rattraper, tu vois. Donc il y a pas de religion sur ça. C'est pas parce que mon super-héros n'a pas été bien adapté une fois tous les 3 ans, parce que c'est adapté qu'une fois tous les 3 ans ou 4 ans ou 7 ans comme Superman, si on compte le nombre de films Superman. Donc je peux comprendre la frustration de ceux qui ne voient les super-héros qu'à travers les jeux vidéo ou qu'à travers les films, parce qu'il y a moins de chances d'être satisfait. Donc je suis très serein par rapport à ça. Un mauvais jeu, c'est pas grave, ou un jeu qui me transporte pas, qui moi ne me met pas dans l'univers, c'est pas grave. En revanche, ce que j'aime bien, c'est ce que je disais, c'est quand on vient étendre l'univers, voilà, et quand on a des sensations propres. Et effectivement, moi j'ai eu très peu de fois des sensations propres en termes vraiment là je te parle de viscéral, hein, en termes quand c'est viscéral, il y a eu le premier Batman de Arkham Asylum et il y a eu le Spider-Man d'Insomniac où là vraiment tu as une sensation qui est dingue, voilà, tu as une sensation qui est folle. Après, moi j'aime bien, ce que j'aime bien comme jeu vidéo, c'est aussi des jeux vidéo qui sont pas forcément du FPS ou du RPS ou enfin à la troisième personne. Un Marvel Snap me transporte. Un Marvel Snap peut me transporter, tu vois, parce que on vient chercher on vient essayer il n'y a pas toutes les cartes évidemment, mais on vient essayer de faire en sorte de trouver des mécaniques de cartes propres aux personnages, d'essayer de trouver des mécaniques de lieux, puisqu'il y a les lieux qui modifient pas mal, qui ont une incidence sur le jeu, qui est pas mal aussi, tu vois. Et ça, moi, qui suis pas trop Hearthstone, qui suis pas Magic, donc c'est pas des trucs avancés, je joue pas à des trucs avancés, je suis pas un gros gamer, voilà, faut savoir aussi d'où je parle, hein. C'est pas un spécialiste du jeu vidéo qui vous parle. Je joue, j'aime bien les jeux que tout le monde aime, en gros. J'aime bien, un de mes jeux préférés, c'est The Binding of Isaac, voilà, c'est ce que j'ai de plus indé, de plus indé en moi, les roguelikes, j'aime beaucoup. Mais voilà, donc je suis très serein, mais voilà, il faut que le jeu, moi, m'apporte quelque chose, me transporte dans l'univers, que je puisse l'expérimenter avec mes mains, quoi, tu vois. Ce que je peux moins faire dans les comics, c'est qu'avec les yeux et l'imagination. Là, je dois avoir la sensation d'être à la place du personnage, du héros, si ça en est un, quoi. Alors du coup, j'ai une question là pour vous deux. On va commencer peut-être par toi, Aymar. Pour toi, c'est quel super-héros qui est peut-être le plus difficile à adapter? Alors celle-là, je sais que c'est un classique parce que de manière habituelle, les gens font un raccourci. Dès que tu dis super-héros à adapter, je sais que les réponses qu'on a immédiatement, c'est une échelle de pouvoir. En gros, dès qu'on est sur du super-héros d'un niveau galactique, Superman and Consort, les Nova et autres, ça devient très compliqué parce que le jeu vidéo est très gamifié et qu'il y a on résout souvent des situations et de la dramaturgie avec du combat. Et donc, comme il y a du combat, il faut des mecs aussi balèzes que ce genre de gars, et ça l'éloigne de nos sentiments à nous. La réalité, elle est que c'est très souvent... c'est même pas une question d'univers ou d'écriture ou de richesse du médium, parce que, à la limite, les absences avec des héros qui sont pas très écrits ou mal écrits, ça permet de compenser, de venir proposer autre chose dans le jeu vidéo. Ouais. Je pense que ceux qui sont le plus difficiles à adapter, c'est justement ceux qui essayent d'être trop dans des cahiers des charges et de faire plaisir à beaucoup de monde, et qui du coup partent justement sur toutes des adaptations en open world. Et on va te claquer des personnages. Donc Spider-Man, ça fait du sens. Batman, ça peut fonctionner. Mais très vite,
bah, tu te perds si t'as pas un personnage, un street level super-héros. C'est sûr que ça devient très vite assez dément de comment est-ce que tu fais quand tu fais un Superman, mais que t'es à l'échelle d'une ville. Bah, il vole, il peut détruire des immeubles. Enfin, ça devient compliqué d'avoir quelque chose de fun. La réalité, elle est que très souvent, les gars comprennent pas très bien le matériel d'origine ou la réponse est un cahier des charges. Une compagnie signe un gros deal avec Marvel ou qui que ce soit, adapte leurs super-héros et donc comme ça coûte cher, en général, ça prend à peu près 15% de royauté sur les revenus que tu vas générer. Ouais. Bah, on essaye de trouver un jeu qui va faire énormément d'argent pour profiter de la licence. Et du coup, on va vers les jeux les plus gros, mais qui sont les plus chers et les plus compliqués à produire. Si je regarde un exemple récent où tu peux avoir des héros très puissants, toi, tu as cité les jeux de combat, il y a des beat'em all, il y a plein de genres de jeux, tu sais, Marvel Universe qui est sorti, Cosmic Invasion qui est sorti il n'y a pas longtemps comme ça, qui est super mimi et vraiment sympa. Moi, je te parlerai de Dispatch, qui est un de mes gros coups de cœur de ces derniers mois. Ouais, j'ai adoré aussi. J'en voilà. parler, si tu l'avais pas fait. Ah bah voilà. Dispatch, typiquement, tu vois, c'est un jeu d'aventure avec quelques choix, quelques petites manipulations à faire, mais c'est essentiellement du jeu d'aventure où tu prends quelques décisions. Mais c'est réalisé à la manière d'un animé, il y a un super budget et c'est écrit, on dirait du Invincible, très propre, très bien fait. Et du coup, bah, t'as des méga héros, sauf que le personnage principal, lui, il travaille au centre de Dispatch. C'est un ancien héros, mais un Iron Man-like avec une armure. Il n'a pas de pouvoir. Et donc, ça crée des situations. Il y a des moments trash, il y a des moments drôles. Les personnages sont vibrants et humains. Et je pense que, tu vois, là, tu peux avoir des héros super puissants et raconter des trucs intelligents, parler de leur humanité, parler de leurs failles, les mettre face à des situations compliquées d'un point de vue interaction, d'un point de vue social, d'un point de vue humain. Et tu peux faire des super bonnes choses. Mais c'est sûr que demain, si tu vas chez un gros studio et que les gars se payent une méga licence, genre Iron Man, les chances qu'ils te fassent un run en parlant de Tony et sa dépendance à l'alcool et de comment ça le ravage, c'est rare. Tu vois, c'est assez rare. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut le souligner quand tu as un jeu comme le premier Spider-Man où Batman, effectivement, pose des bonnes questions, quand il le fait avec retenue, quand sa relation amoureuse, elle est abordée. Sa relation avec sa tante, elle est touchante. Quand ils réussissent à amener ce côté-là, bah en fait, ils font un super boulot, mais franchement, en général, c'est assez rare et on se contente d'adaptation de bas du front. Donc, je te dirais, c'est pas qu'il y a des héros plus durs à adapter, c'est que dès que les studios prennent un super-héros, ils ont tendance à essayer d'aller vers ce qu'ils pensent être la facilité et ils se pètent la gueule. Et toi, du coup, Cédric, notre spécialiste, le commis des comics, pour lui, c'est quel super-héros qui serait le plus dur à adapter? Je vais noter déjà Dispatch parce que ça m'intéresse très fort. Franchement, tu vas adorer. Et après, bah oui, dur à adapter. Bah, comme dit Aymar, soit tu pars sur le principe de moi je vais incarner Superman et pouvoir faire tout ce que fait Superman, ou le Homelander et pouvoir faire tout ce que fait le Homelander. Et là, il faut un studio. Je sais même pas si techniquement c'est possible de pouvoir tout détruire, de pouvoir tout casser. Enfin, j'imagine qu'il y a forcément un mec qui a fait un mode sur GTA où tu peux tout détruire, tu vois. Mais est-ce que ça raconte vraiment quelque chose? Est-ce que après voilà, déjà rien que la sensation de voler ou de s'il y a que ça, déjà tu peux kiffer, tu vois. Moi, je pourrais kiffer. Hein. Tu me mets la map de GTA et je vole au-dessus, pourquoi pas. Après, plus difficile à adapter, je sais pas, c'est peut-être les plus gros défis qui sont pas impossibles, hein, pour autant, ça serait les super-héros les plus introspectifs. Un jeu où tu cherches à adapter du Rorschach, par exemple, tu vois, imaginons que faut pas le faire, hein, parce que Alan Moore sera pas d'accord, donc on le fait pas. Il va pas être content et on respecte le papa, Voilà, on respecte, exactement, on respecte Alan Moore, mais ou la question, allez, parlons de The Question. Pourquoi pas. Est-ce que ça marche enfin, il faudra faire quelque chose qui soit béton en termes d'écriture, d'aventure, et là, il faut te faire expérimenter le jeu à travers quelque chose d'autre que la simple puissance brute, ou ça, à la limite, c'est relativement facile une fois que tu as la technique, tu vois. Et ça, la technique, je n'y connais rien en ce qu'il est possible de faire ou pas actuellement. Voilà, mais quand je vois un God of War, par exemple, je me dis, bon, il est quand même possible de se faire des combats à la DBZ. Je me rappelle de 3 trucs où c'est possible quand même d'avoir cette violence. Mais les super-héros, c'est pas juste la violence, c'est pas juste... voilà. Donc, le petit côté introspectif m'intéresserait pas mal, tu vois, pour des aventures à la Telltale, tu vois, ce que fait Telltale, ça pourrait être intéressant. Dispatch, c'est du Telltale, hein. Enfin, c'est Haddock Studio qui est en partie fondé, qui est composé avec des anciens Telltale. D'accord. Donc, c'est du narratif avec des super-héros. Si t'aimes les jeux Telltale, ça va te plaire. Ah bah oui, moi bah oui, bien sûr, le Batman de Telltale était super, The Wolf Among Us était top aussi. The Walking Dead était vraiment bon,
Ouais. Bien sûr, que des comics en plus. Enfin, voilà, les mecs sont fans de comics. Mais voilà, en gros, c'est essayer de faire quelque chose qui sort un peu des sentiers battus. Mais en théorie, même un Batman, c'est un des super-héros les plus compliqués à adapter aussi. Et quand on réfléchit pas parce que ça a été bien fait, il y en a qui ont essayé avant. Hein. Rappelez-vous qu'ils ont essayé de faire le Batman de Nolan avant. Gros casse-gueule. Voilà, du Spider-Man, ils ont essayé, tu l'as dit, Emma. Donc, il y en a eu plein des ratages, Il y en a eu quelques-uns sympas, mais l'essentiel, c'était pas fou. Hein. Et voilà, donc en gros, en réalité, c'est pas parce qu'on a réussi, on a des exemples de réussite, que c'est pas compliqué de les adapter, tu vois. Donc, je pense que n'importe quel super-héros est difficile à adapter au fond, au final, quoi. Alors après, il y en a forcément des plus durs que d'autres, pour plein de raisons, hein. Mais je crois qu'il y a même eu un jeu War the Duck, il me semble. Oui, donc, voilà, tu vois. Donc, a priori, il n'y a aucune bizarrerie n'est exclue. Il faut juste trouver la bonne personne, le bon studio, la bonne équipe, la bonne idée. C'est une question d'idée. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment la formule. C'est qu'est-ce que tu choisis comme type de jeu. Et comme tout le monde part toujours sur de l'action-aventure et du gros truc, t'es là. Ouais. Oui, mais c'est peut-être pas du tout ça, en fait. Ça peut être un jeu psychologique, ça peut être un jeu de détective, un jeu d'enquête, ça peut être complètement différent. Un jeu de survie, tu pourrais faire de la survie avec, je sais pas, en fait, tu vois, il y aurait moyen même de renverser un peu les codes, de renverser les choses et voilà. J'ai un fantasme sur le prochain Wolverine, enfin j'en ai plein sur Wolverine, mais j'en ai un en particulier sur le jeu Wolverine. C'est qu'à un moment donné, tu sais, je voyais le traitement artistique, vraiment la patte visuelle, et je voyais des moments, notamment quand il est à moto et tout, où tu voyais que c'était beaucoup plus sombre, c'était plus dark, c'était désaturé, que l'animation avait l'air plus dure, et d'autres moments où on retrouvait un peu Wolverine en petite rubber ball, il rebondissait un peu partout, c'était très saturé, c'était très Spider-Man. Et je me suis demandé si les gars, ils allaient pas tenter un truc qui allait être de nous mettre plusieurs moments de la vie de Wolverine et plusieurs angles dans le ton du Wolverine, quoi. En gros, t'es pas pareil à Madripoor que tu vas l'être quand il est dans les X-Men, et je me suis dit, ça, ce serait vraiment cool s'ils avaient le guts de se lancer dans un truc comme ça où t'aurais plusieurs traitements et plusieurs tonalités, parce que finalement, tu as plein de Wolverine et tu as autant d'auteurs et de périodes. Donc, je me suis dit, ça pourrait être vraiment cool. Donc, depuis, j'ai ma fantaisie que ce serait trop bien. Ça serait fou, bien sûr. Ah ouais, non, ça serait génial. Ça serait vraiment génial. Du coup, Emar, toi, tu as évoqué les ayants droit. Alors, du coup, est-ce que toi, tu remarques, d'un point de vue de l'industrie, est-ce que je trouve que les ayants droit, ils comprennent mieux les spécificités d'une adaptation d'un héros en jeu vidéo par rapport à il y a 20 ou 30 ans peut-être. Parce que je trouve la version gentille ou la version honnête Vas-y, lâche-toi. Moi, je veux juste que tu aies un emploi lundi encore, voilà. C'est ça le truc. Ça dépend, tu diffuses quand. Non, mais la version honnête, c'est qu'il y en a, heureusement, de plus en plus qui s'intéressent et qui comprennent. Et vraiment, ça se sent, ça se voit, mais qui comprennent pas que le comics, qui comprennent l'industrie du jeu vidéo, qui comprennent de mieux en mieux, ça c'est clair. La réalité, elle est que ça empêche pas que tu as toujours encore des vieux execs, ou des ayants droit vraiment by the book et super casse-burne. Et ça peut être dans tout. Dans une autre carrière, avant de bosser à Ubi et autres, j'avais bossé aussi avec Activision, Blizzard et autres, et j'avais bossé à un moment donné sur une adaptation d'un des Lord of the Rings. Et c'était donc les ayants droit, donc essentiellement Christopher Tolkien et l'estate à l'époque. Et on avait dû refaire un modèle de chapeau de Gandalf à cause de l'inclinaison du chapeau 17 fois. D'accord. Donc, je sais pas comment te dire le niveau c'est pas de l'exigence à ce niveau-là, tu vois. Ça devenait quasi ridicule, quoi. Et tu peux avoir. J'avais travaillé sur Naruto The Broken Band, et là, tu vois, par exemple, les Japonais c'est très carré, ils sont très difficiles, mais par contre, d'avance, tu sais ce qu'il y a. C'est-à-dire que les pentones, les codes couleurs, tu peux pas, tu le sais, t'as une bible ultra carrée avant, donc c'est vraiment très encadré. Je te dirais, finalement, les plus chiants, c'est ceux qui te donnent pas vraiment d'instructions, mais qui ont tout le temps plein de feedback et qui sont quasiment dans l'expérimentation. Tu vois, les retours, tu sais jamais à quelle sauce tu vas être mangé, tu comprends jamais. Ça, c'est très difficile. En revanche, les gros, tu travailles demain avec, on travaille avec James Cameron sur Avatar et autres, c'est très très carré. C'est-à-dire, ils savent à l'avance et ils sont même super willing. Pour donner une anecdote sur James Cameron, sur les adaptations d'Avatar, on avait eu, à l'époque du premier film, en fait, on travaillait déjà, c'était le studio de Montréal, c'était isolé dans un bunker, un truc à part et tout.
Et à un moment donné, on leur envoyait les scripts à lui et John Lando, les validations des différents scripts de ce qui allait se passer dans le jeu. Et à un moment donné, on leur dit, bah là, on va avoir des véhicules, on va avoir ce genre de trucs. Nous, on en a besoin. On aimerait vous soumettre des designs, puis vous nous dites si c'est OK, pas OK. Et les gars nous ont dit, non, laissez faire, attendez, c'est quoi les véhicules? On va les designer, on va les foutre dans le film et on vous les envoie. Ah, c'est sympa, quoi. Et là, les gars, on fait le boulot et tout. T'as rien à faire, quoi. Ouais. Mais tu sais, on parle à des gens qui sont passionnés de tech, de visuel, qui adorent les univers créatifs, qui comprennent le jeu vidéo. Donc, je te dis, on en a de plus en plus, mais tu peux encore aujourd'hui tomber sur des ayants droit qui peuvent être durs, mais alors vraiment durs. Et c'est le processus aussi là qui voulait ça, parce qu'en gros, vous avez développé le jeu en même temps que le film. Ouais, donc, ça c'est vrai. C'était en parallèle. Ça aussi. Ça, c'était vraiment cool parce que ce qu'on imaginait, tu vois, ce qu'on avait anticipé, c'est plutôt qu'eux allaient nous dire, OK, soumettez-nous les trucs, on fait des allers-retours, mais pas que les gars allaient l'intégrer dans le film et que, du coup, certains des véhicules et des trucs qu'on voit dans le film, c'est des trucs dont on a eu besoin dans le jeu et qui nous ont designé, quoi. C'est génial. Ouais. Et toi, Cédric, est-ce que tu as aussi une anecdote, pas forcément par rapport aux jeux vidéo, mais une anecdote des endroits qui ont été un petit peu chiants avec des studios, ou de cinéma. Oui, j'aurais des anecdotes avec des endroits un peu pointilleux, on va dire. Tu sais, on avait travaillé. J'ai eu la chance de collaborer avec Monolith sur le jeu de rôle Batman. Ah ben oui, je me souviens. Et la Warner était un peu pointilleuse sur. L'ambiance c'était Gotham Central, c'était, tu vois, donc c'est Gotham cool. Quoi, donc il y a des armes à Gotham et ils étaient un peu je l'ai trouvé, moi, mon impression, un peu pointilleux et parfois un peu pour ça aurait pu être un peu plus simple, quoi, surtout quand après je vais voir dans Fortnite et je vois Batman avec des flingues, tu vois. Et ça me dérange pas, hein, je trouve ça merveilleux, Fortnite, en réalité. La façon Fortnite, c'est une expérience merveilleuse parce que tu peux croiser Kill Bill, tu peux croiser Catwoman et tu peux d'un coup croiser une banane. Enfin, c'est quand même fou, une banane qui te fait un teabag. Et Dio qui fait des caméas sur un T-Rex. Voilà. C'est normal. C'est quand même dingue. Non, mais quand tu réfléchis, Fortnite, la machine Fortnite est quand même dingue. Enfin, Fortnite, c'est les seuls. Quand ils font des crossovers avec Marvel ou DC, où le nom de Fortnite est écrit en haut et plus gros que le nom de Batman. Ça n'arrive pas normalement, ça n'arrive pas. Donc oui, je pourrais te raconter des voilà. Enfin, après, moi, j'ai pas non plus travaillé avec des milliers d'ayants droit, mais ça, c'est mon expérience un petit peu primaire, mais la plus proche. Mais après, il faut quand même aussi saluer, parce que critiquer c'est facile, mais il faut quand même saluer aussi les studios qui arrivent à faire bien les choses. Et moi, je pense à ceux qui ont invité Garcenis à écrire le Punisher, tu vois. Quand ils sortent le Punisher, ben oui, le jeu, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Attention, hein, le jeu, il souffre de tous les mêmes problèmes que les beat'em all à l'époque, où les ennemis sont un peu cons, ils t'entendent pas arriver, c'est un peu facile, mais je sais pas si vous vous souvenez du système de questions. Voilà, exactement. Mais à vie, je m'en rappelle, il était vraiment cool. Ça, c'était vraiment novateur, ça. Et par contre, je suis persuadé que le fait que Garcenis, qui dans les années 2000 a redéfini le Punisher, et dans le Garcenis, qu'on le veuille ou non, il est indissociable du Punisher. Et son Punisher, maintenant, s'est imposé aux autres, notamment le Punisher Max. Quand Marvel est en galère dans les années 2000, ils veulent faire deux choses. Soit prendre assainir la continuité avec l'univers Ultimate, qui a été un formidable terrain d'expérience, malheureusement mené par deux capitaines qui allaient dans des directions opposées, puisque tu avais Michael Bendis qui lui disait on va redorer tous les mythes, mais on va conserver l'essence des personnages, et tu avais Mark Millar à côté qui disait lui crachait dessus et disait non, on va les salir, mais bien. On va tout déconstruire, et dans le choc, la stratégie du choc pour Mark Millar. Et donc forcément, les meilleures expériences, forcément, on se souvient du choc de voir tous les Vengeurs réunis sur un canapé en train de regarder une sextape de Iron Man et Romanoff. Et puis Dr. Pym qui bat sa femme, et puis voilà, exactement. Ça, et puis le Hulk anthropophage. Enfin, c'était très Captain America qui insulte toute la moitié de la nation française qui a résisté. Bon, voilà, mais c'était voulu par l'hélico, il y avait des scènes. Je me rappelle c'était voulu. Et par contre, peut-être le plus gros succès de l'univers Ultimate, c'est par contre ce qu'a fait Bendis avec le Ultimate Spider-Man, avec Miles Morales. Bon, donc tu as ça, et puis ils font la ligne Max. Donc la ligne Max, c'est une ligne adulte
et où on s'amuse et on confie à Garcenis le soin d'écrire le Punisher. Et il écrit aussi dans la continuité principale. C'est marrant puisqu'on a les deux, on peut voir les deux. Donc il se moque des super-héros dans la continuité principale et il écrit son Punisher déconnecté de tout l'univers super-héroïque et le meilleur Punisher qui soit. Hein, ça tient en 60 épisodes, c'est le Punisher Max, 60 plus le Punisher Born avec Derek Robertson. Et on lui propose de coécrire avec Jimmy Palmiotti, qui est un autre scénariste de comics, le Punisher sur Play. Et c'est génial parce que les dialogues, Garcenis, on sait que c'est les dialogues son truc. Il est fort pour les histoires, il est fort pour les dialogues. Il relie 90% de ses modifications sur les épisodes de The Boys, c'est sur les dialogues de Butcher. Tu vois. Donc là, c'était pareil probablement pour le Punisher, et ça a fait un jeu où je pense qu'on serait beaucoup moins amusé, on aurait beaucoup moins eu l'essence du personnage s'il n'avait pas été là. Il n'avait pas été là. Je dis pas que c'est de l'année, c'est pas un Gotti, mais c'est vrai que tu as raison, c'est une des meilleures incarnations du Punisher, alors que le jeu en lui-même n'a pas forcément marqué les esprits, mais alors ceux qui aimaient le Punisher et qui ont joué au jeu, les punchlines, même la voix, le casting voix du Punisher était incroyable, quoi. C'était vraiment super bon. Hein. Ah ouais. Alors qu'il y en a d'autres qui ont essayé. Ils ont essayé de faire un jeu Batman avec les acteurs, avec Nolan. Voilà, ça n'a pas marché, tu vois. C'était un échec. Ils ont essayé de faire un jeu Avengers, d'ailleurs, aussi. Je crois qu'il n'est même pas sorti. Ah, il y en a eu plein. Il y en a qui sont sortis. C'était des... Et il y en a, ils sont sortis. On aurait préféré qu'ils ne sortent pas. Ah ouais. Il y en a qui ont eu la bonne idée, d'avorter le projet. Donc il faut aussi saluer quand les ayants droit des fois font bien les choses. Voilà, et des fois ils embauchent les bonnes personnes, et quand ils embauchent Garcenis, je crois qu'il avait été embauché aussi pour faire un jeu The Darkness aussi. Il y en avait eu un qui était inspiré de ses récits, et il y en avait un où il était impliqué dans la création, je ne sais pas dans quelle mesure. Je crois que c'est le premier en plus sur lequel il était, puis après c'était plus avec lui, mais ouais. Mais voilà, je dirais qu'il faut faire soit la japonaise en mode vous dénaturez pas notre œuvre, et tu vois, j'ai vu Monolith hier, j'étais à Paris hier, j'ai vu Monolith et ils font Berserk, tu vois, et c'est exactement ce que tu disais, Emma. C'est officiel, hein, ça y est, on le sait. Je ne trahis aucun secret, mais il m'a dit, écoute, ils nous répondent sous 2 semaines. On sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on ne peut pas faire, mais une fois qu'ils ont eu en main leur Conan, qui avait été super bien adapté, ça fait 10 ans qu'ils font Conan maintenant, le Batman, ils nous ont dit ok, vous pouvez faire. Et donc, quand vous voyez le jeu Berserk, c'est dingue, les figurines sont magnifiques, il y a des figurines qui font 15 cm, c'est un truc de fou, même plus, je crois. C'est un truc de dingue. Donc c'est vrai que le côté japonais, ça a l'air très différent de travailler avec des Américains et de travailler avec des Japonais. Ah ouais. C'est ce que m'expliquait un petit peu Thibaut Claudel, qui est narrative designer dans un ancien numéro de Pattern. Warhammer, lui, bien sûr. Ah ouais, alors, il est super. Il est très branché Warhammer, et il a bossé sur Goldorak, le Fast and Elu. Et donc il m'avait expliqué. Il y avait de la largeur, enfin un peu de souplesse, mais aussi des trucs hyper chartés. Et ça avait été pareil pour les ayants droit pour Alien, puisqu'il avait bossé sur Alien, je crois que c'est Dark Descent. Pareil, c'était hyper carré, un peu comme ce que tu disais toi, Emar, avec Cameron, les équipes d'Avatar et tout. Ils avaient déjà une bible comme ça d'histoire et de lore et tout à respecter. Et tant que tu rentres dedans, tout va bien, quoi. Ouais, c'est vraiment du contrôle, du check, contrôle qualité et autres. Et puis je te dis, c'est justement, t'as des marques qui sont organisées et tu vois qu'elles ont l'habitude de laisser d'autres expérimenter dedans, que ce soit en matière narrative, en matière ludique et autres. Et t'en as qui sont beaucoup plus frieux ou qui connaissent pas trop. Et donc là, c'est un peu plus compliqué quand c'est toi qui dois leur apprendre en gros comment est-ce qu'on fait et comment on gère une licence en même temps que tu leur demandes des choses. C'est pas toujours évident parce que là, t'es plus dans un processus créatif tout au long du truc, quoi. Et s'il y a une chose que les gros studios, que ce soit ciné, jeux et autres, aiment, c'est la prédictabilité. On veut savoir où on va et combien ça va coûter, donc quand tu as des allers-retours, ça complique le truc, quoi. C'est dommage. Mais c'est vrai que j'avais négligé ce que tu disais tout à l'heure il faut absolument que ça soit rentable étant donné qu'on verse des grosses royautés. J'avais négligé cet aspect-là, mais moi je pense qu'il faudrait mieux pour les gros studios essayer de faire des projets à la Wonder Man, tu vois, des héros que personne n'attend. Qui sont pas si populaires que ça dans les comics depuis très longtemps, comme le MCU en fait. Hein. Mais oui, on a oublié maintenant, mais le MCU c'était les héros qui restaient. C'est vraiment ils ont fait les fonds de tiroir. Alors, ça tout le monde s'en foutait des Gardiens de la Galaxie. Alors déjà oui, mais même d'Iron Man, Man et de Captain America, parce que sinon ça aurait été à la Warner, à Sony ou à Universal.
Or, c'était pas le cas. Donc, ils ont fait avec ce qui restait, mais ils ont mis un effort. Il y a eu une intention créative et maintenant, ils en ont fait des superstars au point que le MCU, son image, elle est indissociable apparemment du visage d'Iron Man, ce qui est un double tranchant. Mais vous voyez, donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de... Ça doit être bien d'essayer de faire en sorte de laisser comme la liberté à un tatoueur de te tatouer à un studio de jeux vidéo, tu vois, en disant, écoutez, voilà, faut que vous compreniez ça, ça et ça, mais si vous êtes fan, ou alors ce que font Seth Rogen et je ne me rappelle plus de l'autre producteur, scénariste sur The TMNT. Sur The Boys. Ouais, The Boys. Bah, tu vois, moi, tu vois Seth Rogen, j'ai pensé TMNT sur le coup en me disant, c'est vrai que c'était cool ce qu'ils ont fait en étant voilà, tu vois, très adapté, très large, très différent de ce qu'on connaît, mais... Ouais. C'est-à-dire quand ils ont l'amour de la licence, quand ils ont l'amour du truc, ça peut pas foirer, tu vois. Et des fois, voilà, des fois il y a des ratés. Hein. Moi, j'ai joué récemment à Hellboy, le Hellboy, le dernier là, un peu en cel shading là, et malheureusement, je me suis pas forcément amusé, tu vois. Je me fais un peu chier. Je retrouvais le graphisme de Mignola, j'adorais. Mais ça suffit pas, tu vois. Si je veux le graphisme de Mignola, je sais exactement où aller. Et j'ai pas retrouvé j'ai pas retrouvé ce que j'attendais ce que j'aurais pu attendre d'un jeu Hellboy. J'en attendais pas grand-chose. C'est assez marrant parce que attends, il y a une question qui vient plus tard et je veux pas me la spoiler, donc je laisse. Mais Hellboy, on va en parler avec de l'amour, c'est clair. Bah, tu vois, il y a un petit point de Hellboy qui se balade là derrière moi. Ah oui, mais j'ai vu, magnifique. Est-ce qu'il y a une spécificité de la part des ayants droit des comics, par exemple, est-ce qu'ils demandent des choses qui sont un petit peu différentes par rapport à ce qu'on peut demander, par exemple, pour une IP? Franchement, que j'ai rencontré, moi j'ai travaillé sur adaptation film, livre, série télé, comics, et honnêtement, non, ça change pas. Des ayants droit, c'est des ayants droit. Hein. Ça va plus être... C'est plus ce qui a un impact, c'est beaucoup plus la force de la licence, de l'IP, que en fait le médium d'origine dont elle vient. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on parle de comics où en réalité on va parler de super-héros. Bah, si tu parles d'Iron Man, il a été adapté 1000 fois en tout, quoi. T'as des films, t'as des jeux, donc en fait, ils comprennent et ils savent déjà c'est quoi gérer une licence. Et puis quand je dis gérer une licence, je veux dire at large. Iron Man, tu le retrouves sur des draps de lit pour les gamins, sur des maillots de bain, ils savent gérer leur licence. Donc du coup, ils sont vraiment au fait du truc. Là, c'est plus effectivement une question de taille, poids et de façon de gérer le bordel. D'accord. Toi, comment tu l'abordes, toi, Aymar, quand tu fais Assassin's Creed, par exemple, parce que tu as piloté les adaptations Assassin's Creed en comics. C'est toi qui fais le cahier des charges? Enfin, c'est toi qui recrute les auteurs, c'est toi qui recrute les équipes créatives? Ouais, alors quand on a fait de l'adaptation en comics, moi je me suis beaucoup occupé des premiers une fois que la machine était lancée. Hein, c'est des équipes à Ubisoft qui se sont beaucoup plus occupées du print. Mais c'est vrai que tous les premiers, Brahman, The Fall, The Chain, le film, en gros les premières fois, c'est Bibi qui s'y colle. Et donc, alors, comment tu fais? C'est quoi? Comment tu approches ça? Qu'est-ce que tu dis aux auteurs que tu recrutes? Honnêtement, le vrai speech que je leur donne, y compris pour les romans et pour tous les trucs en fait, c'est à chaque fois, on va les chercher. Et je leur demande, c'est quoi les histoires qu'ils auraient aimé raconter, qu'ils n'ont jamais racontées. Et on discute. Et après, je leur dis, écoute, moi, j'aimerais bien que tu racontes une histoire que tu n'as jamais racontée. Puis, voilà le cadre de ce que c'est Assassin's Creed. Ton boulot principal, ça va être d'écrire une bonne histoire. Pas une bonne histoire assassin, une bonne histoire. Mon job, c'est de m'assurer que ça colle dans la franchise. Et si jamais il y a des moments où tu t'en écartes ou autre, je t'enverrai des notes et je te dirai, écoute, ça, c'est possible ou ça, je suis pas sûr. Et quand ça va coincer, faut surtout pas que tu hésites à m'envoyer tes questions et envoie-les dès qu'elles arrivent. N'attends pas que ce soit trop loin dans le process. Et si moi, je comprends où tu veux aller, j'ai assez travaillé sur des scénarios et des scripts pour être capable de t'aider à trouver dans la franchise quelque chose qui va faire ton affaire et qui va t'aider à te débloquer. Donc, n'essaye pas tout seul de trouver toutes les réponses. Et puis depuis, on a beaucoup structuré le truc et aujourd'hui, on a accès à, on a des bibles internes, des espèces de Wikipédia surpuissants avec tous nos personnages selon les time périodes, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, quelles sont leurs motivations et autres. Et donc, en fait, on a une armada d'outils qu'on met à disposition. Mais l'idée, c'est vraiment de trouver effectivement des personnes qui sont passionnées, qui comprennent la franchise, qui comprennent la marque. Et au départ, ça a été de ça. Ça a été de travailler avec des gens. Après, on a eu de la chance pour les premiers, Brahman, The Fall, The Chain, Studio Lunac, qui est le studio qui a géré la production. C'est un studio de comics qui est installé à Montréal, mais qui est à 2 pas de nos studios à nous. Donc, en fait, la façon dont ça se passait, c'est que j'allais régulièrement les voir. On mangeait ensemble, on discutait, on travaillait dessus. Et puis, c'est des gars qui sont
complètement fous. On les salue, je leur fais des gros bisous. Tu sais, c'est le genre de studio dans lequel tu arrives, tu rentres dedans, et puis à un moment donné, ils sont là. Emar, tu connais Régis? Puis t'as Loisel qui est à côté en train de dessiner tout, et t'es là. Ah ouais, d'accord. Il faut lui, moi je refais les couleurs de son Mickey. Donc il est passé, il est à Montréal en attendant. Les gars, ils te présentent Guardino comme si c'était le latino du coin qui venait prendre un café avec eux, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc, du coup, d'accord. Des gens qui ont gravité, c'était complètement fou pour moi. Et c'était super enrichissant de discuter avec eux, de voir ces fous finis de comics et autres. Et du coup, ça a été assez organique sur les premiers parce qu'on n'a pas voulu les écraser. Et la réalité est qu'on a une Bible. Hein. Et quand on a commencé, par exemple, à attaquer avec le ciné, alors là, ça a été envoi de Bible narrative, les règles cardinales, 10 trucs à comprendre sur la franchise. Donc, ça aussi, c'est souvent un problème, c'est quand tu travailles avec des gens, ils ont pas... Si demain, tu travailles avec... Alors, non, jamais. Ça, c'est cardinal. Mais... tu sais, le truc, c'est que, et qui est marrant, c'est que justement, on a des règles de fonctionnement, mais tu essayes de faire au plus simple. Parce que si demain, tu bosses avec un mec comme justement Manuela ou qui tu veux, il n'a pas le temps de se farder 800 pages sur Assassin's Creed, quoi. Lui, il a envie d'écrire une histoire, donc toi, tu dois l'aider. Donc, tu mets un executive summary en une page qui doit comprendre ce qui se passe. Et puis après, on travaille avec lui, il nous envoie des scripts et puis on échange. Mais essentiellement, le plus tôt on peut commencer à travailler et échanger, le mieux ça se passe et plus rapide c'est pour eux. Parce que je leur dis toujours, moi, mon but, c'est pas de vous prendre par la main et de vous expliquer votre métier, quoi. La moitié, ils ont gagné des Eisner Awards, je vais rien leur apprendre, quoi. Moi, je suis là juste pour valider que ça fonctionne dans Assassin. Et du coup, honnêtement, ce qui s'est passé, en tout cas, le résultat, c'est que beaucoup d'entre eux ont vraiment aimé travailler avec nous. Parce qu'ils me disent, tu sais, on s'est senti super libre, quoi, tu nous as fait confiance, tu sais, t'étais pas paternaliste, t'étais pas par-dessus l'épaule. En fait, tu nous as balancé des idées quand on bloquait, on est parti, on a proposé notre truc, t'as accepté, c'est sorti. Quand on vient vous chercher, c'est ça le but, tu vois. On n'a pas une idée en tête et on cherche pas des petites mains pour exécuter. On cherche des talents et des artistes qui veulent proposer leur vision de ce que c'est notre truc. Et c'est comme ça qu'on s'amuse le plus. Hein. Après, maintenant, les derniers, tu sais, les Dark Horse, les autres, là, tu as aussi des travaux qui sont beaucoup plus de commandes. Donc là, on a maintenant tout un département qui gère tout ce qui est publishing print et qui va, par exemple, à la demande des équipes. Hein. Tu vas avoir l'équipe de Valhalla qui travaille et qui dit, putain, il y a une histoire qu'on aurait aimé caler au début, mais ça rentre pas dans le jeu, on a des bribes. Est-ce qu'on peut trouver des gens avec qui collaborer? Puis comme on travaille depuis longtemps avec Dark Horse et d'autres, on les contacte, on leur dit, écoutez, on a un blob de scénario, est-ce que ça intéresse quelqu'un de faire l'adaptation de ça? Nous, on vous fait la validation, et ils te trouvent des artistes, génial, ça, des gens qui ont envie de travailler dessus. Ouais. C'est bien, ça, ouais, c'est bien. Ouais. Et est-ce que dans ta recherche d'artistes, est-ce que ça rentre en ligne de compte, que ce soit des gens qui apprécient la licence, par exemple, ou pas du tout? Ah ouais, c'est super important. Parce que ça peut... savoir. Non, en fait, tu demandes des listes. Tu sais, tu leur dis, parce que quand tu vas chercher, en fait, c'est très rare que tu dises « je veux ce gars » et que tu arrives à avoir exactement ce gars-là. Parce que très souvent, les mecs qui sont solides, ils ont des agendas, mais tu sais plus quoi faire. Donc, des fois, on a des projets comme ça avec des gens où on leur dit « quand t'es prêt », et les mecs, c'est dans 4 ans, quoi. Et on fait « ok, dans 4 ans, on se revoit, on en parle, il n'y a pas de problème. » Mais quand tu as un projet de commande où tu souhaites faire quelque chose, là, c'est l'inverse. Tu vas chez un éditeur et lui, il a un roster de talents. Et il te dit ça, c'est mes 25 mecs en ce moment disponibles qui, je pense, feraient un feat chez toi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu lis, tu te fardes tout ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils écrivent. Tu regardes le top 5, tu lui fais un classement. Tu lui dis dans ceux-là, est-ce qu'il y en a qui connaissent Assassin, machin. Tu fais des rencontres. Et puis, ceux qui te paraissent le meilleur fit, les plus motivés. Des fois, ils connaissent peu la franchise. Mais sincèrement, ça marche super bien. Tu sais, les gars, ils ont écrit des trucs sur des comics et machin. Et d'autres fois, c'est très différent. Par exemple, sur le manhwa Assassin Dynasty. Alors attends, je regarde à côté parce que je dois avoir le manhwa de ça. Dynasty. Ouais. Avec le petit Pourema. Original. Du coup, là, on est allé trouver en fait Là, c'est nous qui sommes allés chercher des auteurs chinois qui étaient spécialistes du dessin historique wuxia action. Et on a identifié quelques gars. On est allé voir ceux qui connaissaient la franchise et qui voulaient travailler avec nous. Et on a mis en place le chantier. Mais là, on a spécifiquement, parce que c'était un nouveau marché, on voulait pas se rater, on avait envie de sortir quelque chose de solide. Donc, on a travaillé avec ces auteurs-là. On est sorti sur une plateforme digitale, parce qu'en Chine, essentiellement, tu sors sur les téléphones et après, tu es adapté en print. Et on a fait, écoute, avec une trentaine de chapitres, on a plus de 2,1 milliards de views. Ouais. Après, ça va vite, hein, ça fait beaucoup. Les chiffres, Ça fait... Et
le rating est entre 9.9 et 10 sur 10 selon les plateformes. Ouais. Donc, ça s'est vraiment super bien passé. Mais là, on a passé beaucoup de temps. Et sincèrement, c'était un de mes plus gros kiffs en termes de travail de ces dernières années. Et j'ai été vraiment étonné parce que j'avais déjà travaillé avec des partenaires chinois, japonais. Et tu sais, j'avais vu différentes manières de faire. Mais alors, eux étaient carrés, ils étaient hyper réactifs, ils étaient motivés, ils proposaient des idées mais absolument brillantes. Ça a été quand tu as ce genre de rencontre au niveau travail, là tu prends un kiff pendant 1 an, c'est juste du bonheur. Trop bien. Trop bien, oui, c'est excitant ce genre de. J'imagine que ton métier est très excitant. Quand ça se passe comme ça, oui. Oui, mais on peut pas avoir toujours des métiers qui sont toujours excitants, il y aurait une anomalie. Et il y a des moments où effectivement, tu vois, t'es un peu plus à la commande, t'es un peu plus sur des trucs où c'est moins drôle, où le partenaire comprend moins la franchise, où tu sais, des fois, t'envoies 4 fois exactement le même retour, c'est bordé, et à la fin, t'en es à la limite à, écoute, je te réécris cette page, c'est ça qui va sortir maintenant, puis tu sais, t'étais obligé de dire sur le tour parce que ça passe pas, c'est compliqué. Donc c'est aussi riche que faire du comics ou autre. T'as plein d'artistes qui ont plein de façons d'approcher le travail. Donc, c'est quoi, toi, une œuvre transmédiatique qui t'a foudroyé? Un truc où tu t'es dit, alors, mais là, pas forcément chez toi. Hein, non, justement, je suis en train de. Non, corpo, mais pas forcément. Non. Voilà, un truc qui, même dans ton parcours, enfin, ou dans ton passé, peu importe. Non, écoute, quand on en rencontre... Alors, c'est marrant, tu vois, ceux que je pense qui sont finalement le plus inspirants, c'est probablement... C'est bizarre, hein, mais c'est probablement les plus anciennes œuvres. Et donc, on parlait pas d'adaptation transmédiatique, tu sais, ça a été... Évidemment, c'est un néologisme qui est venu à poser un truc, à quelque chose qui se faisait avant. Mais la réalité, elle est que quand tu regardes certains romans, certaines séries de fantasy, et la manière dont elles ont été adaptées, tu sais, à la fois en jeu, sur grand écran, et puis ensuite, tu as eu des pièces de théâtre, et puis après, tu as eu de l'interaction, et puis... Moi, j'avoue que Anthony Delcolle, avec qui j'ai collaboré sur plein de projets, gars brillant qui avait écrit Kill Shakespeare, il a fait quelques trucs. Son adaptation théâtrale de Kill Shakespeare est quand même vraiment cool. Tu sais, il y a quand même des trucs où des fois, tu te dis, ouais, là, quand le média, il réussit à se répondre et il arrive à passer d'un comics qui est intéressant et qui traite d'un truc littéraire qui est un peu weird, et puis ensuite qui rebondit et qui fait une pièce de théâtre qui est encore mieux que... tu te dis, ouais, là, on touche à un truc pas mal, quoi. Donc, ce genre de truc, ça me parle bien. Je trouve, après, il y a le dinosaure, hein, il y a l'éléphant dans la pièce dont on parle jamais, mais Star Wars, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Quand tu regardes finalement d'où ça part, ce film dans les années 70 et de ce que ça a créé comme truc. Et puis aujourd'hui, tu sais, la fandom, le truc qu'il y a autour, la manière dont ça se bouffe, il y a une pléthore de récits qui sont absolument incroyables dans l'univers et d'autres qui sont à étudier tellement c'est des ratages. Mais on parlera pas de Boba Fett. Non, mais ouais, voilà, tu vois, alors qu'à la base, j'adore Boba Fett, j'ai des figues de Boba Fett au-dessus, j'adore Rodriguez, mais alors putain, Mais la série, putain, il y a des trucs, et tiens, dans les personnes bizarres que j'ai rencontrées, il y a eu Kathleen Kennedy, parce que, en fait, son mari était le producteur sur le film Assassin's Creed, puis un coup, il me la présente un soir à Malte, puis on prend un verre, et ça venait de commencer le truc, je me dis, tiens, si aujourd'hui je pouvais retourner dans le temps, je pense qu'on aurait des discussions assez longues et que cette soirée, elle s'arrêterait quasiment pas. Il y a un petit laxatif dans son verre, quoi, pour être petit laxatif. Allez. Écoute, mais gentil, quoi. J'ai pas dit un cyanure, tu vois. J'ai dit un laxatif. C'est ça. Moi, j'en veux pas. Voilà. Non, quand même. Non, mais je sais qu'il y a plein de trucs qui se font en ce moment. Tu vois, je te dis ça parce que je pensais d'un coup à un truc. Moi, j'aimerais lire. J'ai pas encore lu. Mais j'ai joué un petit peu à Cult of the Lambs. Je sais que les comics, apparemment, déchirent. On m'en dit que du bien. Je sais pas, j'ai pas lu. Et ça va être adapté par Comics Initiative chez Michael Jérôme. Comics Initiative va faire. Et ils ont cartonné apparemment avec leur campagne. J'ai pas les chiffres. Oui, la campagne était c'est monstrueux. La campagne, donc c'est marrant, quoi, de voir que, tu vois, des trucs auxquels on s'attend pas. Moi, j'aime bien être surpris. Je pensais pas qu'il y aurait des comics dans l'univers de Cult of the Lambs. J'aurais jamais. C'est clair. Pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas? Non, c'est clair, ça peut. Et attends, quand je voyais mes kids devenir fous sur la série Five Nights at Freddy's. Et puis voir que derrière, A24 te fait des adaptations, et les livres, les trucs qui sortaient, je me dis, le jeu où t'es juste dans un truc avec des caméras et machin. Et
en fait, le lore, il est super complexe, il y a des théories, mais tout le temps. En fait, c'est assez marrant de voir ces univers dans lesquels les gens aiment se perdre, échanger, se donner à fond. Et cette culture du fandom, en fait, avec Internet, a complètement explosé. Je trouve ça assez phénoménal et passionnant, quoi. Et dans les attentes, il y a aussi, je suis très curieux de voir comment va continuer la saga de The Expanse, qui a été... Les livres sont excellents et la série est une des meilleures séries de sci-fi ever, donc je suis très curieux de voir leur incursion dans le jeu et qu'est-ce que ça va donner derrière pour la licence, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que il va se passer autre chose, je suis très curieux de ça. Une adaptation qui a été cool là récente, ça a été The Exit 8 qui est le jeu est très simple dans son histoire, mais je trouve qu'en film ils ont réussi à bien retranscrire l'atmosphère du jeu et c'est des films japonais du coup qui passent très très bien et aussi bien que le jeu d'ailleurs qui se finit en 1 heure et allez, 1h30 si on traîne un peu et qui est très très sympa aussi quoi. Écoutez, ça m'amène sur la dernière question, ou une des dernières, parce que j'en aurais peut-être une ou deux en bonus, on va voir. Donc voilà, si vous deviez adapter un personnage aujourd'hui, un personnage de comics, on reste dans les comics, donc sans contrainte, lequel vous choisiriez? On va partir sur Cédric, notre commis des comics. Je ferai... Déjà, j'embauche Aymar et il aura les bons contacts, déjà. Je commence à partir par là. Et je lui dirai, Aymar, j'ai besoin de toi, monte-moi une équipe. Je veux un jeu en coop asymétrique, Calvin et Hobbes. Oh, Calvin et Hobbes, c'est bon ça. Je veux un jeu... C'est génial. Donc, on part sur l'univers de Bill Watterson, dont je parle tout le temps. Les gens en ont marre que j'en parle sûrement. Mais lisez Calvin et Hobbes, que vous ayez 7 ans, que vous ayez 77 ans, et tous les âges entre, lisez-le, et même à plusieurs étapes de votre vie. Donc, basiquement, on part de quoi? On part d'un enfant qui a une dizaine d'années, la petite dizaine d'années, et son tigre, en peluche, pas en peluche, on ne sait pas, mais en tout cas, quand lui le voit, son tigre vit, et c'est un tigre en peluche vivant. Bon, tigre vivant. Imaginez toutes les opportunités de jeu que ça peut donner. Voilà, pareil, elle est là aussi, bien sûr, elle est là-haut. Magnifique, magnifique. Les opportunités de gameplay que ça peut donner, tu vois, que ça peut offrir, tu vois, le tigre qui peut grimper partout, Calvin qui est plutôt là à terre, donc il y a plein de trucs à faire. Je sais pas, je vous dis ça comme ça, mais je me dis voilà, un jeu, je rêverais, je suis prêt à mettre de l'argent dans un jeu Calvin et Hobbes pour pouvoir y jouer avec mon fils. Ça serait mon rêve. Ouais. Ça serait mon rêve, ça serait génial. Ça ferait partie des franchement géniaux. Et toi du coup, Aymar? Écoute, moi, quand tu m'as écrit la question, les deux classiques auxquels j'avais pensé, c'était un peu méchant, mais je me suis dit, Hellboy, j'aurais envie de faire un bon jeu Hellboy. Je pense qu'Hellboy, il mérite son bon jeu et que c'est pas le truc le plus dur à adapter, mais apparemment, c'est dur quand même, tu vois, c'est jamais facile de faire un bon jeu. Ma réponse facile, parce que c'est aussi un univers que vraiment j'adore. Moi, j'avoue qu'un bon gros run sur Daredevil... ça me tenterait, tu vois. Quand je vois ce qu'ils ont fait sur Batman, je me dis putain, avec Hell Kitchen, et tu te refais un bon run avec des super writers et tu pars sur un truc solide et gritty. Tu pourrais avoir des scènes, 2 jours avec Matt Murdock où t'es au tribunal, puis tu peux plaider et machin. Puis moi, ça me. Limite un délire un peu persona et avec avec du timeline. C'est ça. Et tout. Avec un cycle jour-nuit, tu vois. Et quand des fois ça part en couille au tribunal, et des fois c'est un peu scripté, c'est fait exprès que ça parte en couille, puis derrière tu repasses, et puis non, je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Non, mais c'est dingue, pareil, je signe aussi. C'est quoi Hellboy? En vrai, Hellboy, tu sais à qui tu le confies? Aux équipes de God of War. Tu confies Hellboy aux équipes de God of War. Et tellement, c'est exactement ce que je voudrais. C'est ce type de jeu que je voudrais, c'est clair, pour Hellboy, c'est ça. Avec une patte graphique, tu vois, avec un truc. Voilà, mais peut-être t'impliques le patron et pas mal de monde. Visuellement, ils arrivent à te faire un truc qui tue, quoi, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Là Cédric, tu m'enlèves un peu les mots de la bouche, j'ai envie de dire, parce que moi je partais sur un jeu God of War-like, mais plutôt adaptation de Planète Hulk et World War Hulk. Moi, tu prends ça avec un gameplay à la God of War, et dans ça, t'as de tout, t'as de la romance, t'as du combat, t'as un petit discours poétique, t'as tout ce qu'il faut, t'as de la vengeance. Hulk avait eu un jeu en open world qui était pas mal, je sais pas si c'était à l'époque de l'adaptation d'Ang Lee ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il était bien. Ouais, c'est vrai. C'était open world,
Là, pour le coup, ça collait parce que, bon, tu voles pas et tout, mais par contre, t'avais des pouvoirs, hein, les voitures, elles volaient, tu passais à travers les immeubles, c'était... Tu sentais la rage et la puissance du Hulk, quoi, c'était cool. C'est ça. Mais c'est vrai qu'un truc à la God of War, ouais, ça peut carrément bien marcher avec des zones ouvertes et tout, et s'il y a un bon arc narratif derrière, enfin voilà, une belle narration, une belle maîtrise, à ce niveau-là, ça peut vraiment être bien, quoi. Et tu prends Christopher Judge, allez, on se fait plaisir à la voix. Eh oui, bien sûr. Ah oui, toi, tu fais un skin, quoi. Tu fais plus un jeu, tu veux juste... Kratos, on peut le mettre en vert, ouais, c'est bon. J'ai mon jeu. Ça passe. Non, excellente idée, vous avez des bonnes idées. Non, les trois étaient bonnes, hein. Je pense que là, c'est bon, on peut lancer des lancements participatifs. Et après, une œuvre que j'aimerais voir adaptée en comics, c'est Two Girls, One Cup, parce que j'attends toujours la suite depuis des années, et je suis là, je me dis, voilà, t'es pas obligé de reprendre les mêmes actrices, t'es pas obligé de reprendre la même cup. Est-ce que la suite, c'est Three Girls, One Cup, ou c'est Two Girls, Two Cup? On voit les choses en grand, tu fais intervenir du monde, après voilà, ça c'est, écoute. Un saladier, et puis plein de monde. On se fait un petit conf call en fin de semaine prochaine, on parle de Calvin de Two Girls, One Cup, d'accord? Allez, on fait un brainstorm, tu me... Vendu. Sacré Kobe. C'est ton film préféré, Jérém, je le sais, arrête un peu, tu fais des watch parties et tout. J'avoue, c'est dans ma watchlist depuis... Bien sûr. Alors du coup, là, je voulais faire une petite... pour finir un petit peu sur une ouverture, parce qu'on a parlé un petit peu de ce qui a été fait, mais parlons de ce qui arrive, même si ça a été évoqué, on a un petit peu évoqué le Wolverine et le Marvel, mais enfin le Marvel Token, je pensais que voilà, c'était l'occasion de s'envoyer juste en rappel, hein, pour celles et ceux qui nous regardent, les vidéos, les trailers, histoire de rappeler un petit peu ce qui va nous arriver, et je pense que ça va être vraiment pas mal. J'ai vu juste un bout, j'ai vu Tornade, moi, donc j'étais content. J'ai vu Tornade dans Marvel Token, je me rappelle plus du nom exact, mais j'étais pas trop au courant de ce projet. C'est un Marvel versus Capcom like, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est pas, tu vois, c'est pas versus, c'est du pur Marvel. C'est un peu comme le premier. Alors là, je parlais des vieux noms, mais X-Men Children of the Atom, tu sais, qui était sorti à l'époque. Ça tournait tout. C'est Capcom aussi, non? Ouais. Et là, pour le coup, c'est pas Capcom, c'est Arc System Works. Donc, c'est les mecs qui ont fait Guilty Gear et Dragon Ball Fighter Z récemment. Tu sais, le jeu de fight Dragon Ball et tout. Et Blue aussi. Ouais, ce qui était rigolo. C'est en 2D ou en 3D? Parce que me semblait que c'était en 2D, là. Ouais, en fait, c'est des persos. La réalité, c'est que c'est des personnages en 3D, mais c'est un rendu anime 2D, plan 2D. Tu sais, c'est pas de la baston genre Tekken. Et le truc qui est drôle, c'est quand ils sont allés les chercher, les gars ont fait des premiers essais, et d'après ce que les gars de chez Marvel disaient, les mecs étaient très cahier des charges, on essaye de respecter Hollywood, et les gars leur ont dit non, mais allez-y avec votre style à vous, tu sais, on aime votre style plus japonais, plus manga, allez-y. Et puis les gars ont poussé les potards et le curseur, histoire d'avoir des trucs qui fassent plus japonisants et plus dans leur style à eux, plus animés. Puis c'est ça que ça donne. Ça donne bien, le Captain America est super, quoi. C'est marrant parce que du coup en plus ils mettent l'acteur de doublage américain à chaque fois, j'avais pas vu. Oui, mais apparemment, pour le coup, pour cette version, ça arrive de temps en temps. C'était arrivé avec Final Fantasy XVI. Le studio japonais a travaillé pour la première version avec des doubleurs américains. C'est-à-dire que le doublage d'origine est en anglais et en japonais en parallèle. Ouais. Ah ouais, mais ils ont mis Danger. Ouais. Là, c'est un pari, tu vois, de prendre Danger. C'est marrant, quoi. Enfin, l'incarnation de la salle des dangers, c'est trop bien. Ils ont quelques persos comme ça, surprises, que tu vois souvent dans les adaptations de jeux. Genre dans Midnight Sun, tu voyais plein de persos un peu secondaires que tu as moins l'habitude de voir. Et je pense qu'on n'est pas fini pour les surprises. À mon avis, ils en ont encore 2-3 sous le coude, quoi. Kid Omega Kid. Moi, j'adorerais qu'il y ait plus de personnages de Morrison qui soient adaptés, mais ça doit être un peu dur d'adapter une puissance télépathique comme ça doit être un peu compliqué, quoi. Ouais, et pourtant, c'est marrant parce que tu vois, en jeu, dès que c'est en jeu de combat, il y a beau avoir des échelles de pouvoir complètement différentes, ça passe. Les mecs le lisent, tu vois, c'est normal. Spider-Man te met une méga patate, oui, c'est correct, on veut dire. C'est compliqué dans le comics, mais là, ça va, tu vois, il y a des codes. C'est vrai qu'Injustice, ça a choqué personne, ouais, c'est vrai.
Après, peut-être que c'était le côté les finishes, ils sont adaptés à chaque personnage, donc peut-être qu'il y a ça aussi, tu vois. Puis t'as vu, là on parlait de code et de cahier des charges, c'était très drôle. Injustice, t'as raison. On pouvait pas faire des finishes ou des fatalities de Mortal Kombat sur les persos de DC, mais eux pouvaient faire des finishes sur les persos de Mortal Kombat. Tu vois, t'étais sur un truc de... Ça, c'était assez marrant, C'est vrai. On a aussi le Wolverine. De Wolverine. Qui fait quand même plus Wolverine façon Hugh Jackman. On n'est pas sur le Wolverine des comics, j'ai l'impression. Non, clairement, On n'a plus jamais été sur un Wolverine des comics depuis Hugh Jackman. Il nous a niqué Wolverine en vrai. Il y a pas de Wolverine, il n'a jamais été beau avant lui. Et je dis ça avec d'autant plus de. Alors après, bon, quand même, ça va. C'est pas non plus Hugh Jackman, mais je dis ça avec d'autant plus de regret que ça a interrompu un très bon run, celui de Rucka et de Robertson, qui est à mon goût un des meilleurs runs de Wolverine moderne. Parce que Wolverine, c'était un Wolverine intéressant, le chara-design était intéressant, Robertson avait fait il avait vraiment une vision pour son Wolverine. Rucka, il mettait Wolverine dans des situations dans lesquelles on l'avait jamais vu, dans une convention un peu de la NRA. C'était frais, et malheureusement, après il a fallu faire du Whedon, il a fallu coller un petit peu plus au film, et c'est dommage, c'est un peu dommage. Mais je comprends aussi, parce que Hugh Jackman, il a tellement incarné le perso, c'est comme maintenant Hellboy, tout le monde pense à Ron Perlman, alors que en réalité, il est super, mais c'est pas le Hellboy de Mignola, Ron Perlman. Non. Dans l'âme, physiquement peut-être, mais là... T'as encore pire avec Iron Man, pour le coup. Oui, c'est vrai. Mais ils en reviennent plus, quoi. Iron Man, le truc, c'est que personne ne l'attendait. Étant donné que Iron Man, il restait parce que personne n'en voulait de Iron Man. Donc, ils ont pu le tailler sur mesure pour magnifique, Wolverine, vraiment magnifique. Ils ont pu le tailler sur mesure pour donner Junior, alors que les X-Men, du coup, c'est plutôt le... t'as enfilé un pantalon. Il a fallu que les comics s'adaptent au film pour justement créer une forme de synergie un peu bâtarde, mais inévitable. On va pas non plus, vous me verrez pas avec un panneau comme les fans ou les haters de Lucas en mode Hugh Jackman a violé mon enfance. Ça, c'est les gens qui ont eu une très belle enfance, pour pouvoir manifester dans la rue en disant un personnage de fiction a violé mon enfance, ou un réalisateur. C'est que tu as eu des tontons qui étaient très cool. Tu vois, si tu n'as pas eu des tontons trop tactiles, ça va. C'est que tu n'as pas trop de problèmes dans ta vie, je pense. Tu as une belle enfance. Voilà, exactement. Et tant mieux pour eux. Mais voilà, il faut comprendre aussi que c'est le jeu, tu vois. Voilà, tu peux pas laisser et puis Wolverine, en plus, pendant longtemps, il était moche, vieux. Je dis moche selon les critères de comics de l'époque. Il avait petit, la trapu, ligne, musclé. Et puis même le visage renfrogné, les proportions du visage étaient... Oui, c'était un petit trapu. Il n'était pas élancé comme tous les autres. Bien sûr, et puis c'était logique, et puis il était vieux, et on se foutait de sa gueule par rapport à plein de monde. Tu voyais Gambit et tout à côté, qui était le beau gosse, Rémi qui avait la grande gueule, il se foutait de lui tout le temps. Et puis même en termes d'échelle de pouvoir, Wolverine se faisait battre par Catman. Il savait pas quoi en faire, il ne savait pas quoi en faire, et c'est finalement, c'est encore une fois, c'est la différence entre les bons scénaristes pourront faire, c'est ce que tu disais d'ailleurs, Aymar, quelle histoire tu aimerais raconter? Je te propose ce cadre-là. Et Wolverine, c'était un cadre vierge parce qu'il était amnésique. Donc, tu pouvais faire ce que tu voulais, tu pouvais lui donner l'âge que tu voulais, tu pouvais faire... C'était génial pour les scénaristes, et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est la preuve qu'on peut faire du très, très bon avec des personnages sur lesquels personne n'a beaucoup d'attentes. Wonder Man, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé la série Wonder Man. Je comprends que ça puisse en dérouter certains qui s'attendaient à du super-héros. Mais c'est bien que Marvel montre un petit peu toute l'étendue de son spectre. Donc il faut trouver juste la bonne personne, le bon projet, puis quelque chose de fidèle. Et en même temps, Wonder Man, ils vous prouvent aussi qu'ils peuvent faire l'inverse. C'est-à-dire que Wonder Man, ils ont fait ce que beaucoup de studios devraient observer. Il y a eu un foiré avec le Mandarin dans Iron Man 3. Ok. On ne met pas sous le tapis, on l'embrasse, ce foiré. On l'embrasse et on en fait quelque chose. Un court-métrage, et ça a relancé le personnage, et on a vu qu'avec une bonne écriture, un bon acteur, tu arrivais à... moi, vraiment, ça fait partie de mes personnages préférés du MCU, Trevor Slattery, je le dis. C'est pas... je sais pas, c'est pas Captain America, c'est pas le cul de l'Amérique, j'en sais rien. Trevor Slattery, qui est parti d'un terroriste en bois, un homme de paille, à un bouffon merveilleux, maintenant un héros. Maintenant, c'est un héros, littéralement, c'est un héros.
en inspire d'autres. Donc c'est quand même marrant. Je dis ça, bon, c'est un peu provoque, mais ça reste la preuve et je pense que c'est ce qu'il faut faire quand on cherche à faire même de la dramaturgie en général, pas que du transmédia, parce que comme tu disais, le transmédia avant ça s'appelait juste raconter des histoires sous une forme ou une autre, tu vois. Quand on n'était pas dans les années 2000 avec Dragon Ball, avec Akira, avec tout le monde, mais trouver un personnage et essayer d'exploiter ce qu'on a et de le faire au mieux. Voilà. Ouais. Bah après, moi, l'impression que j'ai quand même, quand je regarde moi, à titre personnel, c'est mon regard, c'est ma sensibilité, mais les jeux de super-héros, ou en tout cas, environnement super-héros que j'ai préféré, c'était des trucs qui n'étaient pas dans des licences. C'était Infamous, c'était Freedom Force, je sais pas si vous avez joué à ça, c'était il y a longtemps, Freedom Force, mais c'était excellent. Ouais. Ça, c'était Dispatch, du coup. Dispatch plus récemment. Mais Dispatch, les gars, il faut que je regarde. Dispatch, je n'ai pas entendu parler, je crois. Non, et écoute, il est sorti fin de l'année dernière, donc il y a 3 mois peut-être. Ouais, c'est ça. Petite pépite, quoi. C'est sûr que c'est pas les gros youtubeurs vont pas en parler. Mais pour le coup, t'as bien raison. Mais sincèrement, c'est une vraie petite pépite. Et pareil, c'est un format épisodique. Bon, maintenant, il est complet. Mais du coup, ça se fait très vite. Si tu veux le faire en un gros après-midi, moi, je conseille le format épisode. 1 heure par jour, tu t'amuses et tout. Et... Bon, pas devant les enfants, parce que... non, t'inquiète. On est plus, tu vois, Invisible The Boys que Marvel, quoi. C'est pas trop le... Après, si tu joues à la version Switch, ça va, c'est ça, il faut devant les enfants. Oui, ils l'ont censuré, c'est vrai. Tu manques la moitié du jeu, mais... C'était assez drôle, parce que... Tu sais, c'est pas le fait que le mec se balade avec un sgeg galère, mais... la censure justement, la censure du vocabulaire, quand tu vois le nombre de F-words qui te lâchent à la minute et la manière dont, tu vois, en fait, c'est super approprié. T'as vraiment l'impression de voir une discussion normale de gars aujourd'hui aux États-Unis et tout. Bah ouais, c'est un petit peu délicat. Éditer ça là-dedans, je trouve ça un peu raide, quoi. Donc évite de le faire sur Switch. Et gros casting au nouveau doublage, d'ailleurs. Avec celui qui fait comment il s'appelle, déjà celui de Breaking Bad, j'ai un trou. Qui ça? L'acteur qui est dans Breaking Bad, j'ai un trou. Jesse Pinkman. Ouais, Aaron Paul. C'est ça, Aaron Paul, qui fait le personnage principal, qui s'appelle Robert Robertson, le personnage principal du jeu. Mais non, vraiment cool série, vraiment. On a parlé récemment sur The Geeks là, et moi c'est mon coup de cœur récent. Ouais. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, petite rejouabilité parce que si tu fais des embranchements, si tu veux faire des romances et tout ça, et que tu veux voir ce que tu peux avoir comme autre embranchement, parce que les choix ont vraiment une grosse importance sur l'équipe que tu vas former, sur les romances et tout ça, et peut-être sur la fin, du coup, ça je sais pas sur la fin si ça a une grosse influence ou pas, mais en le refaisant, peut-être que j'aurai une fin différente, mais en tout cas, ouais, il y a... C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, bon, du coup, Emma aussi, mais une fois de plus, quand t'as le talent de l'équipe de Telltale. Là. Vous m'avez donné énormément envie d'y jouer, ça c'est clair et net. Et en plus, ce qui est bluffant aussi dans le jeu, au-delà de l'histoire, des persos et tout ça, et même je trouve du chara-design, entre guillemets, où les héros sont vraiment bien faits, ils incarnent vraiment bien les pouvoirs qu'ils sont censés avoir, quoi. Je trouve que c'est assez bien réussi à ce niveau-là. C'est aussi la qualité graphique, c'est plus beau que des films d'animation. Et parfois, t'en oublies que tu joues à un jeu, quoi. Tu regardes pendant 10 minutes, un quart d'heure, t'as des échanges et tout ça, t'as une histoire, et d'un coup, t'as un choix, tu vois, putain, c'est vrai que je dois choisir quelque chose, là. J'ai oublié que... Ok. Donc ouais, je trouve que c'est bien réussi par rapport à ça, et... non, vraiment, pépite, quoi. Pépite. Et en plus, je crois que c'est 15-20 balles, quoi, donc c'est pas très cher, quoi. Ok, écoutez, vous m'avez donné envie, ça c'est clair et net. Écoutez, je pense que là on est arrivé au terme de cette émission. On a fait un bon tour de la question. Je vous remercie pour votre présence. Merci à toi, merci Emma. C'est un plaisir d'enfin rencontrer virtuellement Emma. Franchement, depuis le temps. Un pas de plus. Un jour, ça se fera au Québec, ça se fera à Marseille. Ça c'est sûr. Avec plaisir. Sûr. Toi, tu es expatrié, Marc. Tu es d'où à la base? Moi, je suis de Strasbourg à la base. Et je suis devenu. J'étais déjà prêt pour le froid, tu vois. Et, c'est vrai que c'est loin. Et je suis devenu un vrai petit Canadien. Ça y est, j'ai la double nationalité et tout. Je suis un vrai maintenant. Magnifique. On te comprend encore quand tu parles. Donc, c'est ça qui te différencie. Ça, c'est bien.
Mais on rigole. Ce soir, j'étais le seul sans accent, là. C'était vous, les deux Marseillais. C'est vrai. Après, on n'entend plus d'où l'accent. Mais oui, non, on embrasse tous les Québécois parce que ils sont chauds. Moi, je sais que j'en ai dans les commentaires et tout, et ils sont chauds et j'aime bien. Ils sont bonnards. Il y a des librairies. En plus, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu complexe des fois pour se procurer des comics en français là-bas. Donc, en français, ouais. J'ai à moitié abandonné parce que en français, il faut que ça gravite en gros par Panini qui revient et qui est super cher et qui est surtaxé et autres. Donc, si tu lis l'anglais et autres, les 3/4 de mes éditions, moi, c'est que des éditions originales. J'achète directement. Donc, si tu veux lire Yojimbot, j'attends les traductions et. Ça va arriver en plus. Je pense. En anglais. Ça va être en animé d'ailleurs. Ça arrive aussi en animé. Ouais. Il me semble. Ils sont dessus, ils travaillent dessus. Non, mais oui, en tout cas, ça se fera, que ça soit en France ou au Québec, un jour, on aura l'occasion de faire ça en vrai, ça sera avec plaisir, Emma. Eh oui, pareil. Écoutez, merci encore à vous deux, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne The Geeks. Je vous rappellerai en renfort, comme tel les Avengers, pour intervenir dans différents sujets. Ça va. Et pour celles et ceux qui nous ont regardés, merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de vous abonner. La chaîne du Comité Comics aussi, si vous ne le connaissez pas et que vous aimez les comics, faut foncer. C'est la référence, une fois de plus, des comics en France. Il faut foncer. Donc, voilà. Merci à tout le monde et bye bye. Bye bye. Bye tout le monde.